Ma question, c'est à partir du moment où le président des États-Unis, on l'avait vu, avait dit si Bachar el-Assad utilise les armes chimiques contre la population civile, nous interviendrons. À partir de ce moment-là, le monde attend des représailles. Et s'il n'y a pas de représailles, ça veut dire que les Occidentaux reculent. Est-ce que c'est tenable, Dominique de Villepin? Je crois que Frédéric Taddet, il faut essayer de poser les bonnes questions au bon endroit. Et en l'occurrence, vous en posez une très bonne. Ah, parce que, pour qui intervient-on? Est-ce qu'on intervient pour le monde? Non. On intervient pour protéger le peuple syrien. Alors si la question c'est est-ce qu'il fallait poser une ligne rouge, je dirais que le b.a.-ba de toute diplomatie, c'est d'éviter de le faire. Tout simplement parce qu'on se lie les mains et qu'on se retrouve engagé dans des processus automatiques dont tout ne sort pas. Et ce qui est très intéressant sur le plan de l'histoire diplomatique, de constater qu'après s'être lié les mains, c'est ce qu'a fait Barack Obama, c'est ce qu'on a fait un peu nous aussi Français en partant d'emblée et en affirmant la nécessité d'une frappe, c'est que depuis cet engagement de respecter une ligne rouge, tout est fait, tant aux États-Unis qu'en ce qui nous concerne, pour essayer de trouver des faits nouveaux pour retarder le moment où on va devoir mettre à exécution, tout simplement. Parce que c'est tellement compliqué et c'est tellement incertain que d'appliquer cette ligne rouge que l'on se demande aujourd'hui, et aux États-Unis, et en France, et partout en Occident, si finalement le remède qu'on a trouvé, qui est d'appliquer l'usage militaire pour faire respecter cette ligne rouge, n'est pas pire que le mal. Croyez-moi, quand vous écoutez Barack Obama à Moscou, à Washington, quand vous écoutez François Hollande, c'est intéressant cette conférence de presse à Saint-Pétersbourg, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « si » l'on devait frapper. C'est-à-dire qu'on est à la recherche de tout ce qui pourrait nous permettre maintenant d'éviter cet engrenage. Et je crois que c'est sage, effectivement, que de multiplier les conditions, l'autorisation du Congrès, le résultat de l'enquête, en espérant qu'un fait nouveau, parce que nous en sommes là aujourd'hui, la communauté internationale est suspendue aux faits nouveaux qui permettraient de revenir à la vraie question, comment doit-on protéger le peuple syrien? Et évidemment, la réponse, ce n'est pas par des frappes militaires qui nous engagent dans l'inconnu, qui aggravent les tensions dans un pays soumis à la guerre civile, qui viennent intervenir dans un corps malade, qui est celui du Moyen-Orient, où nous sommes à la veille d'une grande guerre entre sunnites et chiites. Et d'évidence, il y a d'autres réponses. Et c'est intéressant aussi de revenir au vocabulaire, parce que c'est la clé de la diplomatie. Quand Barack Obama et François Hollande disent « il faut punir », nous sommes en dehors de la stratégie, nous sommes en dehors de la diplomatie et nous sommes dans la morale. Ça, c'est bien quand on veut soulager sa conscience. C'est pas bien quand on veut répondre aux préoccupations d'un peuple. Aujourd'hui, répondre aux préoccupations du peuple syrien, c'est rechercher des solutions humanitaires. Elles existent. On fait tout pour ne pas les appliquer. C'est compliqué, c'est cher. Il faut trouver une réponse d'ordre pénal. Si on veut punir Bachar el-Assad, il y a des instruments pour ça, il y a des tribunaux internationaux, on apporte des preuves et on est dans un processus légal qui fait avancer la sécurité collective, qui ne fait pas régresser les sociétés démocratiques. Et troisièmement, et c'est la clé, quelle est la solution politique? Aujourd'hui, il faut se poser cette question. Est-ce qu'il y a un moyen encore de faire vivre ensemble des communautés qui sont animées par un tel degré de haine? Michel Collomb, comment vous le réglez, vous, ce dilemme? Mais écoutez, quand je viens d'entendre monsieur affirmer avec certitude qu'on avait toutes les preuves pour les armes chimiques parce que les services secrets des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France nous le disaient, les mêmes qui disaient la même chose sur l'Irak, et on sait que c'était un mensonge. Je pense que, bon, moi qui suis les guerres et la propagande de guerre et la désinformation depuis 20 ans, tout ce que je viens d'entendre, là, ça en fait partie. Et je voudrais rappeler cette phrase du Premier ministre britannique Lloyd George. En 1914, il disait « Si les gens savaient à propos de la guerre, elle serait arrêtée tout de suite, mais les gens ne savent pas et ne peuvent pas savoir. » Et cette 20 années d'études sur les guerres et tous les prétextes de ce genre et tous les mythes qui ont été fabriqués comme ça m'ont amené à penser qu'il est très important que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent réfléchissent que dans chaque guerre, on applique ce que j'ai intitulé les principes de la propagande de guerre. On ne peut pas évidemment dire qu'on fait la guerre pour le pétrole, pour le gaz, pour le fric, etc. Donc il faut travailler l'opinion publique
Premièrement, en cachant les intérêts, et je m'excuse, la question de la Syrie, c'est très simple. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des gazoducs, il y a des projets énormes en dessous de la Méditerranée qui intéressent Israël, tiens. Et quand on voit que Total et le Qatar, maintenant en Libye, se partagent le gaz, ben, il ne faut pas faire un dessin. Le deuxième grand principe de la propagande de guerre, c'est de cacher l'histoire. Et la France se pose en donneuse de... Enfin, la France d'en haut se pose en donneuse de leçons. Il ne faudrait quand même pas oublier que le colonialisme français a bombardé les Syriens en 1945 pour les empêcher d'acquérir leur indépendance, a pratiqué et organisé la division de la Syrie, notamment sur des bases religieuses, et puis que toute l'histoire de la Syrie, depuis qu'elle a résisté à Israël, ça a été le travail des États-Unis et d'Israël pour affaiblir et briser la Syrie. Et Roland Dumas disait il n'y a pas longtemps qu'il y a 2 ans, on lui avait dit à Londres, on prépare quelque chose contre la Syrie, est-ce que tu veux en faire partie? Il avait dit non, 2 ans avant les manifestations. Le troisième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut absolument, quand on a décidé d'attaquer pour le pétrole, le gaz ou le fric, il faut absolument diaboliser l'adversaire. Et donc là, on a droit à toute une série d'histoires. Et celui qui dit, moi je sais, qui dit ici, je sais tout ce qui se passe en Syrie, je n'ai aucune certitude, pour moi c'est un charlatan. Je pense qu'il n'y a pas de guerre propre, je pense qu'on a vu des atrocités des 2 côtés. Et je pense que quand on se réclame de la justice, dire avant toute enquête, je sais qu'il va falloir faire quelque chose et je sais qui est coupable, c'est pas sérieux. Un tribunal qui jugerait comme ça ne serait pas accepté. Sur la question des armes chimiques, c'est évidemment intolérable. Je voudrais juste poser la question à ceux qui connaissent bien les États-Unis. Quel est le pays dans l'histoire qui a le plus utilisé des armes chimiques, biologiques et bactériologiques? Sinon les États-Unis, avec 250 kilos d'armes chimiques balancées sur le Vietnam et maintenant encore des bébés qui naissent comme des monstres. Et dans toute une série d'autres pays. Donc si Obama trouve que les armes chimiques c'est intolérable, il ne doit pas aller très loin pour punir les coupables. Le 4e grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut toujours se présenter comme défendant les victimes. On fait toujours des guerres soi-disant humanitaires. Mais là, la mèche a été vendue hier ou avant-hier, je ne sais plus, par Bernard Kouchner, qui est un pro-interventionniste, et qui a dit devant une télé française, bien sûr que le but c'est de renverser Bachar el-Assad, mais il faut un habillage diplomatique. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour défendre les Syriens, parce qu'en réalité c'est une guerre qui a été provoquée par les États-Unis et leurs alliés dès le départ, comme Roland Dumas l'a dit. On n'est pas là pour protéger les victimes et pour les empêcher. Au contraire, on veut qu'il y en ait plus pour avoir un prétexte d'intervenir. Et je tiens à rectifier les mensonges qui ont été dits. Le gouvernement syrien est parfaitement d'accord de négocier. Et ce sont les États-Unis, la France et le Qatar qui ont dit non, on ne négocie pas, on veut gagner militairement sur le terrain. C'est-à-dire que Bachar el-Assad a dit qu'il voulait bien négocier. Oui, tout à fait. Et le 5e et dernier principe de la propagande de guerre, très brièvement, c'est qu'il faut monopoliser le débat et empêcher les opinions adverses. Et donc, on a dans les médias français un alignement sur cette propagande que vous avez montrée là au début. Et quand M. Hérault s'amène en disant j'ai la preuve sur les armes chimiques et qui commence par répéter dans son discours pendant des minutes et des minutes tout ce que tout le monde sait et que personne ne nie, et puis qu'à la fin il dit les services secrets m'ont dit que c'est Bachar, il n'y a aucun journaliste pour dire oui mais les preuves un peu sérieuses s'il vous plaît. Et donc quand on voit des gens comme Fabius, comme Bernard-Henri Lévy, comme Hérault ou BHL, qui viennent avoir le courage de bombarder, mais pas le courage de débattre devant des gens qui connaissent le dossier et qui ont les arguments contraires, il faut quand même beaucoup se poser la question. Et j'insiste sur cette question des 5 principes de la propagande de guerre, parce que, et ce sera ma conclusion, l'année prochaine, vous risquez peut-être de m'inviter sur l'Iran, ou sur l'Algérie, ou sur le Venezuela, ou le Congo, ou l'Érythrée, ou le Zimbabwe, et ça va être chaque fois la même comédie, chaque fois avec les mêmes arguments. Il n'y a pas de guerre vraiment humanitaire, il y a toujours des intérêts pour le fric, il y a toujours des intérêts pour les matières premières, et il est temps quand même qu'on se dise, si on veut une humanité solidaire et mettre fin aux guerres, il faut voir qui provoque ces guerres. Frédéric Ancel. Je pense qu'il y a des guerres justes, je pense que toutes les guerres ne sont pas faites pour le fric. Je pense, non, je ne pense pas, je sais
qu'il n'y a pas, contrairement à ce que vous dites, de pétrole en Syrie. La Syrie exportait 300 000 barils le jour, enfin c'est ridicule. J'ai parlé Et du il n'y a pas gaz de gaz dans la naturel. région. Et il n'y a pas de gaz naturel en Syrie. Et le gazoduc. Donc ça, c'est pas sérieux. J'ai pas parlé par du ailleurs, pétrole syrien. Par ailleurs, les grandes manifestations qui, effectivement, les premiers mois au moins, ont été totalement pacifiques en Syrie, procédaient du printemps arabe. Enfin, on était dans quelque chose qui n'était pas, à l'époque en tout cas, une véritable guerre civile. Et il n'y avait quasiment pas, sinon pas du tout, de forces réellement djihadistes. Comment ça se fait alors que la majorité des victimes étaient des policiers et des soldats? Bien sûr, Dominique de Villepin a raison. Bien sûr, la voie diplomatique. Mais la voie diplomatique avec qui? Avec Bachar el-Assad, dont la vocation exclusive est le strict et froid rapport de force sur le terrain. Un rapport de force d'ailleurs qui est en sa faveur et pour cause, puisque depuis un peu plus de 2 ans, il est armé de manière absolument constante par la Russie. Je crois que c'est quand même difficile. La diplomatie, oui, mais dans ce cas-là, avec son grand allié et protecteur, Vladimir Poutine. Si il n'y a pas de la part de Poutine et éventuellement des Chinois une volonté de négocier à minima, et si effectivement des crimes contre l'humanité sont commis par ce régime, alors je pense qu'effectivement, il faudra d'une manière ou d'une autre, pour une question de crédibilité, mais également pour une question de dissuasion, intervenir. L'argument qui me touche beaucoup, c'est des anti-interventionnistes, c'est le suivant. Il y a déjà 100, 110, 120 000 morts. Le gaz, c'est épouvantable. Ça n'en a ajouté que 1000 ou 1500 de plus. Pardon, je mets ça entre guillemets. Bon, c'est effectivement quasi anecdotique du point de vue du chiffre global. Frappant de manière anecdotique. Simplement, la dissuasion et la crédibilité en géopolitique, c'est très fondamental, pas seulement parce qu'on l'a promis, mais parce qu'en face aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Et c'est ça qui me paraît extrêmement important avec ce régime qui d'ailleurs est exactement le même qui a prévalu pendant 30 ans sous Hafez el-Assad, donc le père de l'actuel Bachar. Un dernier point, si vous le permettez. Il y a, me semble-t-il, dans cette affaire, un brouillage des clivages extraordinaire. On a là un ministre des Affaires étrangères et non le moindre, qui est anti-interventionniste. J'ai pu constater, et avec moi tous les Français, que deux autres anciens ministres des Affaires étrangères, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils ne sont pas très favorables aux néoconservateurs américains, messieurs Védrine et Juppé, ils sont favorables. Pourquoi? Pour une question, encore une fois, de crédibilité. Et je suis de ceux qui considèrent que la puissance doit être assumée. La puissance n'a rien de honteux, qu'elle soit occidentale ou pas occidentale, je m'en fiche. La puissance au service, alors, du droit, soit du droit avec un D majuscule lorsque c'est possible au Conseil de sécurité, soit au service du moindre mal, je ne vais pas très loin, du moindre mal, et notamment pas en faveur de ceux qui propagent du gaz de combat dans la population, doit être utilisé. De temps en temps, il faut pouvoir utiliser la force. Il y a des guerres justes. J'invente rien, Saint-Augustin l'a dit bien avant moi. Et j'ajoute un dernier point, si vous le permettez, le paradigme fondamental de la Seconde Guerre mondiale, avec la force absolue utilisée par Roosevelt et Churchill. Et je sais que c'est très différent de ce qui se passe aujourd'hui, mais tout est différent. Chaque cas est très différent. Ce paradigme-là, on doit toujours l'avoir en tête. Le résultat, ça a été l'émergence de deux grandes démocraties qui sont aujourd'hui parmi les plus grandes démocraties et des États très pacifiques, sinon pacifistes, au monde, à savoir l'Allemagne et le Japon. Donc ça peut se faire, et pour autre chose que le fric de temps en temps, en tout cas. Juste un point, parce que ça c'est un élément très important que vient de souligner Frédéric Ancel. S'appuyer sur le paradigme de la puissance et dire à un moment donné la puissance doit s'exercer pour faire valoir les valeurs et la légitimité. Prolongeons un tout petit peu votre raisonnement. La puissance est en train de changer de main. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, la première puissance mondiale ne sera plus les États-Unis. Les grandes valeurs auxquelles nous adhérons bien sûr. Est-ce que vous ferez le même raisonnement quand dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, d'autres pays, prenons l'exemple de la Chine, utiliseront le même argument que celui qu'utilisent les États-Unis? Rendez-vous compte, nous sommes en train aujourd'hui de voir notre monde basculer. Nous sommes à la fin d'un monde. Et vous voudriez vous appuyer sur des arguments de puissance à un moment où la puissance change de main. Le monde ne peut être fondé que sur des principes de sécurité collective. Et c'est pour ça que même si les Nations Unies ne fonctionnent pas bien, il ne faut pas séparer la légitimité de la légalité. Parce que nous nous verrons imposer, dans un certain nombre de décennies, par la force, appuyer sur une nouvelle puissance, appuyer sur une autre vision de la légitimité, exactement ce que nous prétendons